Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire combien je suis content, en compagnie du ministre Jean-Louis Borloo et du ministre Benoît Apparu, et bien sûr du député maire que je salue, et d'Alain Dinin, d'être parmi vous pour voir ce chantier magnifique que vous avez conduit avec beaucoup de compétences, de soins, et je pense que chacun d'entre vous peut être fier de ce qu'il a fait et de ce qu'il a réalisé. Ça me donne l'occasion j'en parlerai tout à l'heure, d'annoncer de nouveaux dispositifs avec Benoît Apparu et Jean-Louis Borloo pour soutenir le logement. Le logement, c'est grosso modo 1,5 million d'emplois dans notre pays. Tout le monde n'est pas fait ou n'est pas prêt ou ne souhaite pas travailler dans des laboratoires. Tout le monde n'est pas fait, n'est pas prêt pour faire 8 années d'études après le bac. On peut avoir une vie professionnelle parfaitement réussie et ne pas être quelqu'un qui collectionne les diplômes. On peut avoir une compétence professionnelle en l'acquérant sur le terrain, en acquérant un savoir-faire, en l'apprenant aux côtés de ses camarades ouvriers, par exemple sur un chantier. Nous sommes très conscients des enjeux de la reprise du bâtiment. Le dicton populaire dit que quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, ça repart. Les constructions redémarrent, les permis de construire redémarrent. Et malheureusement, le prix de l'immobilier, notamment dans l'ancien, augmente. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres. Il faut absolument qu'on arrive, on en parlera tout à l'heure, à débloquer des terrains, à alléger les procédures, dans le respect de l'environnement, bien sûr, mais pour qu'on ne mette pas 10 ans pour sortir une opération. Celle-ci a pu sortir grâce au dynamisme du député maire et à l'engagement de la société Nexity. Donc tout ça, j'en parlerai avec les professionnels de l'immobilier dans quelques instants, mais je voulais vous dire combien le secteur du bâtiment est pour nous essentiel et combien il est important que nous gardions la compétence que vous représentez les uns les autres, les plâtriers, les peintres, les maçons, et puis tous ceux qui viendront après vous, les plombiers, les électriciens, bref, tous ces professionnels du bâtiment. Soyez-en remerciés. On utilise beaucoup de l'argent de l'État pour favoriser le démarrage de ces opérations. Vous le savez, si on n'était pas fiscalement derrière un certain nombre d'acquéreurs par les dispositifs qu'on a mis en œuvre, vous n'auriez pas à construire ces bâtiments parce que personne n'aurait les moyens de les acheter. Disons les choses absolument comme elles sont. On me parle toujours du marché. Le marché... si on compare l'augmentation du prix de l'immobilier et l'augmentation des salaires, personne ne peut devenir propriétaire s'il n'y a pas les aides pour que vous puissiez construire ces bâtiments et que d'autres puissent les acquérir. Donc je tenais à vous dire ceci, et c'est une façon pour moi de rendre hommage aux ouvriers du bâtiment et à un secteur qui est essentiel pour la croissance économique française. J'en profite pour vous dire une autre chose, parce que personne ne comprendrait que je n'en parle pas. Et ma façon de vous respecter, c'est d'évoquer tous les sujets, y compris les sujets d'actualité, qui ne sont pas les plus faciles. Quand vous travaillez, vous percevez un salaire. Sur ce salaire, il y a des cotisations qui sont prélevées. Et avec ces cotisations, on paye les retraites. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, vos cotisations prélevées sur votre salaire ne servent pas à financer les retraites quand vous serez à la retraite de vous. Elles servent à financer les retraites de ceux de vos camarades qui sont déjà en retraite. Et quand viendra votre tour de partir à la retraite, ce sont des camarades plus jeunes, des collègues plus jeunes, qui cotiseront pour payer votre retraite. C'est ce qu'on appelle le système par répartition,
qui repose sur la solidarité entre les générations, souvent on me dit « Ah ben oui, moi je cotise, je mets de côté ». Oui et non, car l'argent qui vous est prélevé ne va pas sur un compte monsieur un tel, mais va financer les retraites de ceux qui sont déjà partis à la retraite. Pardon de vous expliquer ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savez, mais il faut bien comprendre ce système-là. Chaque génération est solidaire de la suivante et paye les retraites pour celle qui est partie. Ça vous arrivera à vous. Quel est le problème? Le problème est très simple. Au jour d'aujourd'hui, il y a 15 millions de retraités. Sur ces 15 millions de retraités, il y en a 1,5 million dont on paye les retraites sans avoir l'argent. Il y a 10% des retraités dont les retraites sont financées par l'emprunt. Pourquoi? Parce que depuis 1950, nous avons gagné 15 années d'espérance de vie. Depuis 1950, en moyenne, on va vivre 15 ans de plus que ce qui était la durée de vie moyenne avant 1950. Je vous pose cette question. Si on vit 15 ans de plus, et si on ne travaille pas plus longtemps dans sa vie, comment peut-on financer les retraites? C'est-à-dire que vous allez rester plus longtemps à la retraite que vos parents, et vos enfants resteront plus longtemps à la retraite que vous-même, puisque la durée de vie s'allonge. Il y a donc plus de retraités à financer par rapport aux actifs. Pour faire face à ce défi financier, mais qui est considérable, il y a 3 solutions. Il n'y en a pas 4, 3. La première solution consiste à baisser le niveau des retraites. Je m'y refuse absolument. Je n'accepterai jamais qu'on diminue le niveau des retraites. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà petites. Et à quoi ça sert de partir à la retraite si c'est pour ne pas avoir de quoi vivre? Donc je ferme cette porte. Deuxième solution, qui est la solution qu'on a utilisée depuis des années et des années en France. On augmente les impôts. 2 solutions dans cette deuxième solution. On augmente les impôts sur les entreprises. Mais à ce moment-là, il faut être prêt à accepter les délocalisations. Pourquoi? Parce que déjà, notre modèle social est cher à financer. Si on augmente les prélèvements sur les entreprises, cela veut dire qu'on subventionne les entreprises étrangères par rapport aux entreprises françaises. Qui vous donnera du travail? Partout où je vais en France, on me dit qu'il ne faut pas laisser fermer cette usine, il ne faut pas laisser fermer cette entreprise. OK. Mais si j'augmente les impôts sur les entreprises, il ne faut pas s'étonner qu'elles partent ailleurs. Et si les entreprises partent, qui vous donnera du travail? Qui la donnera? Si c'est moins cher de faire fabriquer à l'étranger qu'en France, où est-ce qu'on trouvera du travail en France? Le problème, vous voyez bien que le monde est ouvert et que le problème de la compétitivité est clairement posé. Donc je m'oppose à la taxation des entreprises parce que je considère qu'à ce moment-là, on favorise les délocalisations. Et j'ai été élu pour qu'il y ait moins de délocalisations, pas pour qu'il y en ait plus. Deuxième solution. On me dit, il n'y a qu'à augmenter les impôts sur les particuliers de façon à financer les retraites. Et naturellement, ceux qui disent ça disent les riches. Le problème, c'est la définition. Quand on dit qu'il faut augmenter les impôts sur les particuliers, au début, c'est toujours une minorité, à l'arrivée, c'est toujours vous tous. Et on ne peut pas défendre l'idée que le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé et en même temps plaider pour le prélèvement. Les salaires sont trop bas, la vie est dure. Si on augmente les prélèvements, si on augmente les cotisations, on baisse le pouvoir d'achat. C'est un choix. Je m'y refuse.
Reste une troisième solution. Qu'on travaille plus longtemps. Si on vit plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'on reporte d'ici à 2018 l'âge de départ à la retraite, 60 ans, 62 ans. Je pense que c'est un choix raisonnable, progressif. Malgré ce report de 2 années, vous resterez à la retraite, en moyenne, beaucoup plus longtemps que restaient vos parents. Et moins longtemps que resteront vos enfants, parce que la progression, elle va bien sûr continuer. À ce moment-là, et je ne veux pas être trop long et vous ennuyer bien sûr, mais c'est une question d'honnêteté de dire les choses. Se pose la question de ceux d'entre vous, et il y en a qui ont commencé très tôt à travailler, puis qui sont fatigués. C'est une réalité. Et puis se pose la question de ceux d'entre vous qui font un métier pénible, physiquement pénible. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous ceux qui, parmi vous, ont commencé à travailler avant 18 ans continueront à partir au plus tard à 60 ans, protégés. Jusqu'à présent, c'est ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans. Là, on prendra ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Vous tous, qui avez commencé à travailler avant 18 ans, vous partez à 60 ans, vous n'êtes pas concernés. Et moi, je pense que c'est juste de dire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 27 ans et qui commence à travailler, j'ai rien contre, avec son doctorat, que quelqu'un qui a commencé à travailler à 17 ans. Je veux dire qu'il faut en tenir compte. Donc tout cela, on les protège. Alors vous me direz pourquoi vous arrêtez à 18 ans et pas à 19. Et puis ceux qui, pourquoi à 19 et pas à 20? Pour une raison qui est très simple, c'est que je pensais que 18 ans, c'est une limite de la majorité. Et surtout, il faut que vous sachiez que chaque fois qu'on rajoute une année, c'est à peu près 1 milliard d'euros de plus que ça coûte. La pénibilité. Je pense que vous aimez votre travail. En tout cas, tous ceux d'entre vous qui m'en parlent, vous en parlez avec fierté. Donc quand on est fier de son travail, c'est qu'on l'aime. Mais c'est un travail qui est dur. Il n'y a pas un pays en Europe qui ait créé un dispositif reconnaissant la pénibilité. Nous avons décidé de prendre en compte la pénibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux parmi vous qui passant devant une commission composée de médecins spécialisés dans les problèmes d'accident du travail ou de médecine du travail se verront reconnaître une invalidité due au travail de 10%. 10% pourront partir à la retraite avant 60 ans. Ça veut dire que si vous avez une arthrose du bras parce que vous faites toujours le même mouvement, reconnu à 10%, la retraite, vous partiez, je veux dire à taux plein, hein, sans décote, vous partirez à la retraite avant 60 ans. Il y a 700 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, pour vous donner des chiffres. Avec le dispositif que nous proposons, c'est 30 000 parmi vous qui, du fait de la pénibilité, partiront avant 60 ans, et 90 000 du fait des carrières longues, c'est-à-dire qui ont commencé avant 18 ans. Donc, pour dire les choses simples, sur 700 000, il y en a 120 000 qui, chaque année, continueront à partir à 60 ans pour des raisons tenant soit à la jeunesse de leur entrée dans la carrière, soit à la pénibilité de leur travail. Voilà. Je veux terminer en vous disant ceci. Bien sûr que ce n'est pas agréable. Je préfère venir et vous dire, voilà, je me suis levé ce matin et j'ai donc décidé que dorénavant, vous travaillerez 2 ans de moins. Simplement, c'est un mensonge. Quand il y a eu les 35 heures, on vous a fait des tas de promesses. C'est vous, les ouvriers, qui les avez payés, les 35 heures. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire.
et il y ait davantage de chômage. Parce que comment voulez-vous, dans une économie mondiale et compétitive, que la France puisse gagner des parts de marché, donc avoir de l'emploi pour vous, si elle travaille moins que les autres? Y a-t-il un seul père de famille ici qui dise à ses enfants, avant d'aller à l'école, travaille moins, ça marchera mieux? Y a-t-il un seul qui tienne ce discours à ses enfants? Un seul. C'est pas possible qu'il en soit autrement dans le travail. Donc moi, je ne fais pas cela pour ennuyer qui que ce soit. Mais j'ai un devoir en tant que chef de l'État. C'est que vous garantir que vos retraites seront payées quand vous partirez à la retraite. Parce que c'est facile de dire aux gens, travaillez moins. Et puis dans 10 ans, quand vous partirez à la retraite, dans 15 ans, quand vous partirez à la retraite, s'il n'y a pas de sous pour la payer, vous diriez quoi? Lui, ce n'est pas son problème. Il a sa retraite de président. Je veux dire une chose. Réformer le régime de retraite, c'est juste parce que ça protège les petites retraites. Ne pas réformer les régimes de retraite, c'est injuste parce que les grosses retraites, de toute manière, elles ne dépendent pas de cela. Et moi, je préfère qu'on me reproche de prendre mes responsabilités et de faire quelque chose qui est difficile, parce que naturellement, dire aux gens, vous travaillerez à terme 2 ans de plus, ce n'est pas facile. Mais vos retraites seront payées. Être chef de l'État, c'est beaucoup de devoirs. Mais moi, j'ai un devoir vis-à-vis de chacun d'entre vous. Que quand je ne serai plus là, on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait le travail. Bien sûr, on peut mettre la poussière sous le tapis. Bien sûr, on peut dire, allez, il faut gagner la prochaine élection. Il y a toujours des élections en France. Donc on ne dit pas des choses désagréables. Mais vous, on vous en a tellement dit des choses. Que mon pari, c'est que vous respectez davantage celui qui vous dit la vérité, même s'il est difficile, que celui qui vous dit demain on rasera gratrice parce que vous savez parfaitement que ce n'est pas vrai. Enfin, les syndicats, ils sont responsables et ils sont dans leur mission de me laisser faire le travail difficile. Je veux dire que je comprends parfaitement que leur rôle, c'est de défendre leur mandant et d'obtenir le maximum. Mais mon rôle, c'est de faire en sorte qu'en 2018, il n'y ait pas de problème de financement. C'est ça mon rôle. Et que vous, en allant au travail, vous disiez, je cotise, mais je ne serai pas volé demain. Ça sera là. On ne viendra pas m'expliquer qu'il faut baisser ma retraite. Voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je ne suis pas obligé de le faire. J'aurais pu faire comme tant d'autres, repousser à demain. Je ne l'ai pas voulu. De même que je réformerai le système de dépendance. Je sais que vous construisez ici une maison de personnes âgées. Il faut prendre des décisions parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il y a beaucoup de gens, Alzheimer, peut-être dans vos familles, il y a des malheureux membres de votre famille qui ont ça. Bon, j'ai un travail à faire. Vous avez un travail à faire, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il gèle. Enfin, quand il gèle, c'est difficile pour le béton, mais enfin, encore que maintenant, avec les nouvelles techniques, on peut y aller jusqu'à -5, -6, après ce qu'on me dit. Mais j'ai un travail à faire, je le ferai. Vous comprenez? Alors, je vois bien que ça suscite ici et là quelques critiques. Mais bon, moi je pense que les Français sont raisonnables, sont intelligents et sont lucides. Et qu'ils respectent davantage ceux qui leur disent la vérité que ceux qui racontent des chansons qu'on a tellement entendues et qu'on ne veut plus entendre. Voilà ce que je tenais à vous dire, en vous remerciant d'avoir pris la peine de m'écouter et en vous disant quand même que quand dans la vie on est capable de construire ce que vous venez de construire, qui va rendre heureux des tas de gens,
c'est qu'on a un beau métier et qu'on peut être fier de soi. Et j'imagine que certains d'entre vous, parfois, ils amènent leurs enfants, leurs femmes sur un chantier en leur disant voilà ce qu'on a fait. Enfin, moi, si j'étais capable de faire ça, je serais fier. Merci à tous.